Nos ancêtres sont les Gaulois. C'est bien connu, on l'apprend à l'école, avant il y avait la Gaule, leurs Gaulois dans des forêts, c'était nos ancêtres, et ils étaient cool. Pourquoi? Ben parce que c'était nos ancêtres. Les références à la Gaule ne manquent jamais d'ailleurs, hein. Vercingétorix en première ligne, souvent dépeint comme le gentil et courageux Gaulois face à ce connard de Jules César. Salaud! Puis on connaît Alésia, on connaît Gergovie, on connaît les moustaches, on connaît Astérix, et tout ça a souvent servi d'élément de comparaison au cours des derniers siècles, pour se démarquer de nos voisins géographiques, les Allemands ou les Italiens en première ligne. Nous sommes les pauvres Gaulois sympas, menacés par les Germains d'Outre-Rhin et les Latins transalpins. Bon, c'est plus trop vrai aujourd'hui, hein, mais durant les 2 guerres mondiales, ces paroles avaient du sens, et un public. Alors en France, ça fait des lustres qu'on utilise la Gaule comme modèle, hein, sans vraiment connaître ses contours ni son héritage, et pourtant on le revendique cet héritage. Hein. Et ça date pas d'hier, hein, de Napoléon III en passant par le maréchal Pétain, tout le monde y est allé de son petit commentaire et de sa petite soupe. Mais qui sait quelle langue parlaient les Gaulois, qui sait sur quelle terre, qui sait sur quelle étendue géographique elle était parlée, ça a l'air de rien comme ça. Mais ces questions, les linguistes se la posent encore. Et puis les Gaulois c'est des Celtes, non? Alors c'est quoi la différence? Alors je pense que c'est le moment de faire un point. Voici une carte de l'Europe, de toute l'Europe. Parce qu'on a l'habitude de considérer que les Celtes, peuple duquel les Gaulois font partie, sont intimement liés au territoire français. En fait, pas du tout, les Celtes c'est surtout un peuple lié à l'Europe centrale et plus particulièrement à ce qu'on appelle les civilisations de Hallstatt puis de l'Athènes. En moins 275, les Celtes sont à leur expansion maximum, dominant l'Europe de l'Atlantique jusqu'à la mer Noire. Il existe même un peuple celte ayant vécu en Galatie, une région de la Turquie, dont la langue est très proche du gaulois. Bon, normalement vous venez d'apprendre un truc, parce qu'on n'a pas pour habitude de voir nos ancêtres venir d'Europe centrale, ni dominer la mer Noire. Ensuite, on observe un net recul des territoires dominés par les Celtes. Au 2e et au 1er siècle avant notre ère, les Celtes font place aux Germains, aux Daces et aux Romains. La Gaule en tant que telle ne correspond pas vraiment à la France. D'ailleurs, il n'existe pas une, mais des Gaules, avec des frontières et des définitions différentes selon la période. Par exemple, on distingue souvent la Gaule cisalpine, aussi dite Gallia Togata, soit Gaule en toge, au nord de l'Italie, de la Gaule transalpine, aussi dite Gallia Bragata, soit la Gaule en Bray, qui correspond à la Narbonnaise. Et tout cela du reste de la Gaule, aussi dite Gallia Comata, soit la Gaule chevelue. Ces définitions permettent de distinguer 3 ensembles politiques. La Gaule cisalpine est conquise par Rome entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère, elle devient province romaine en moins 81, puis intégrée à l'Italie romaine en moins 42. La Gaule transalpine, cela désigne à l'origine toute la Gaule au-delà des Alpes, mais lorsque la Narbonnaise est conquise, cette désignation géographique tend à ne plus désigner que ce territoire. La Gaule chevelue, c'est le nom que donne César à tous les territoires gaulois qui n'ont pas encore été conquis, soit ce qu'il reste. Cette Gaule chevelue, elle peut se distinguer en plusieurs ensembles aussi. La Gaule belgique, la Gaule lyonnaise ou celtique et la Gaule aquitaine. Notons que la Britannie n'est pas incluse dans le tas, mais c'est aussi un territoire peuplé de Celtes dans le sud-est, lesquels font du commerce avec leurs cousins du continent. Et là, en principe, vous vous dites, tout ce qui s'appelle Gaule parle, à l'origine en tout cas, gaulois. Et là, je vous réponds logiquement, non. Reprenons, pour résumer. Il y a la Gaule cisalpine qui est la première conquise et intégrée à l'Empire romain, la Narbonnaise sous occupation romaine, et finalement tout le reste que l'on divise entre Aquitaine, lyonnaise ou celtique, et Belgique. En cisalpine, on trouve à l'origine une langue appelée l'épontique, proche du gaulois à tel point qu'il existe encore un débat pour savoir si c'est une langue distincte, ou justement un dialecte du gaulois. Le lépontique, c'est la langue celtique de l'Antiquité avec le plus gros corpus écrit découvert à ce jour. C'est donc la langue dont on sait le mieux à quoi elle ressemblait. On a surtout des inscriptions écrites dans l'alphabet étrusque, mais aussi, et cela vous surprendra peut-être, en runes germaniques. Le reste de la Gaule est a priori de langue gauloise, c'est-à-dire que l'on y parle tout un tas de dialectes relativement proches et intercompréhensibles que l'on désigne par le mot gaulois. Et paradoxalement, bien que la Gaule ait été peuplée par 6 à 12 millions de personnes au moment de la conquête romaine, on a très peu d'attestations écrites. A priori, les Gaulois se méfient de l'écrit, ils n'écrivent donc rien d'important. Ils sont essentiellement de tradition orale. Ah oui, j'ai oublié de préciser. La Gaule aquitaine n'est pas de langue gauloise, elle est peuplée par des peuples aquitains parlant une langue proche du basque. Et la Gaule belgique, quant à elle, elle est peuplée par des Celtes et des Germains sans qu'on sache très bien qui vivait où et dominait quoi. Bref, du coup on peut en tirer une bonne carte. Voici toutes les zones de la langue gauloise à l'origine. Bon, normalement, avec tout ça, on a de quoi avoir un bon gros substrat, c'est-à-dire une bonne grosse influence linguistique de ces feux gaulois sur nos langues actuelles parlées sur leur territoire. Ben en fait, pas tant que ça. Du tout, même. Tout à l'heure, je disais qu'on avait peu d'écrits gaulois, mais je tiens quand même à préciser qu'on connaît les contours de sa grammaire, de son lexique aussi, et ce notamment via la toponymie, c'est-à-dire via l'analyse des noms de lieux, qui pour beaucoup viennent de cette langue. En fait, c'est même l'influence principale, les noms de lieux, comme les noms de villes. Si vous habitez à Autun, Issoudun, Lyon ou Verdun, ou encore Paris, Bourges ou Poitiers, vous habitez dans une ville au nom gaulois. On trouve aussi quelques noms de fleuves ou encore de montagnes, par contre, quand il s'agit d'autre chose, genre des mots du lexique du quotidien, c'est assez compliqué.
En fait, selon les estimations, il y aurait 100 à 150 mots gaulois en français aujourd'hui. C'est franchement pas beaucoup, c'est même quasiment rien, c'est moins que de mots anglais ou de mots franciques, très clairement. En fait, l'impact du gaulois sur le français n'est pas significativement plus important que l'impact du vieux norrois parlé par les vikings, ou encore que l'arabe. Ça la fout mal pour le mythe national, hein, on va pas se le cacher, c'est vrai. Alors je vais vous donner quelques-uns de ces mots pour vous réconforter. En fait, les mots gaulois ayant survécu appartiennent quasiment tous au même univers, celui de l'agriculture rurale. Blaireau, bouc, mouton, lot, saumon et alouette, ou encore bouleau, bruyère, chêne et if. On trouve quelques autres termes, hein, comme le béret ou la cervoise, et finalement d'autres trucs qu'on trouve dans la grange à papy. Charrue, charpente, gouge, ruche, soc, tonneau par exemple, mais aussi boue, marne, combe, lande, talus. Et donc finalement, il y a presque rien de gaulois en français. Tout ce qui en reste vous fera passer pour le paysan de service plutôt que pour le start-upper hyper dynamique de LinkedIn. Yo, c'est Dave, je voulais juste rajouter un truc en 2 minutes là comme ça, parce que pendant toute la vidéo t'as quand même beaucoup parlé de la France et de son rapport aux Gaulois, alors que bon, les mecs, c'est pas non plus le nuage de Tchernobyl, hein, ils sont pas arrêtés aux frontières actuelles de la France non plus. Hein. Frontières qui datent de 1945, hein, faut le rappeler. Non, la Gaule a pas servi de modèle qu'aux Français, hein, et tant qu'à parler de mon cas personnel, ça a aussi servi d'inspiration aux Belges. Non, parce que la Belgique, à la base, c'est une construction, hein. On a pris les mecs du nord de la France et du sud des Pays-Bas, on les a foutus ensemble, sans trop leur demander leur avis. Et c'est compliqué de maintenir un pays quand on a juste agrégé des gens comme ça. Déjà quand ils parlent 3 langues différentes, hein, français, flamand, allemand, hein, tu rajoutes à ça le passé historique des différentes régions ayant appartenu à des pays différents et de cultures différentes, le moyen le plus simple d'unifier tout le monde, comme on l'a fait en France au 19e siècle, c'est de lui trouver un passé commun. Alors avant de s'appeler Belgique, ça s'est appelé Pays-Bas du Sud, Pays-Bas espagnols ou Pays-Bas autrichiens pour au final prendre le nom de Belgique à son indépendance en 1830, nom directement inspiré d'une province romaine, la Gallia Belgica, qui renvoie aux tribus gauloises de la Gaule septentrionale. 1830, non, parce que la Belgique est plus récente que les États-Unis. Voilà, c'est tout pour moi. Des bisous. Bref, c'est un nom de pays qui a été emprunté à une région qui n'avait pas les mêmes frontières, pas les mêmes habitants, pas les mêmes religions et encore moins les mêmes langues. C'est pas le seul dans ce cas, hein, loin de là. Et c'est plutôt rare en Europe. Idem, la Suisse porte souvent en français le nom de Confédération helvétique, bien que cela ne soit pas le nom officiel, reprenant ainsi le nom de l'éphémère République helvétique qui exista entre 1798 et 1803 en lieu et place de la Confédération suisse, marquant la fin de l'ancien régime sur le territoire, mais aussi le début de la domination française. Le mot helvétique est lié au peuple helvète, ayant vécu un moment sur le plateau suisse, c'est-à-dire la partie nord du pays qui s'étend du lac Léman au lac de Constance. La semaine prochaine, si cet épisode vous a plu, vous pourrez en suivre un autre complémentaire qui vous expliquera pourquoi les Gaulois ont cessé de parler leur langue. Et si tu t'abonnes, tu seras au courant dès la mise en ligne et ce sera cool, pour toi comme pour moi. Alors qu'est-ce que t'attends ?